Coucou tout le monde, ça fait un petit moment que j'étais pas dispo sur YouTube. Voilà, très dispo sur la chaîne de Coin Academy, moins sur ma chaîne perso, bah, c'est l'occasion d'envoyer un petit contenu. Donc, lors de cette émission, on va rattraper un petit peu ce qui n'a pas été dit lors de la masterclass Coin Academy précédente. J'avais pas mal de notes, pas mal de choses à voir avec vous, pas mal d'actualités aussi, et puis notamment du Fonda évidemment. Je prendrai probablement le temps aussi de regarder un peu les projets de la communauté. Donc déjà, on va commencer par ce tweet de Grégory Raymond, qui nous dévoile un petit peu des informations sur Linéa. Donc déjà, on apprend que, comme de nombreux layers 2 d'Ethereum, on aura les frais qui seront collectés en Ether, le gaz qui est payé en Ether, mais en l'occurrence ici, on a 20% des frais de gaz qui vont être brûlés. Voilà. Donc au lieu d'encaisser tout, ils vont rendre Ethereum un petit peu plus déflationniste. C'est ma musique. Au niveau de la distribution du Linéa, ça donne quoi? 85% pour l'écosystème, ok. 10% pour les early adopters. 15% sont légers dans le bilan de consensus, se seront bloqués. Ok, il n'y a pas d'airdrop. Ou alors c'est dans les 85% de l'écosystème. Si ça doit être dans l'écosystème. Aucun token ne sera alloué aux différents investisseurs de consensus. La date du TGE n'est pas connue, ok. Les ETH déposés dans l'INEA permettront de profiter d'un yield natif. Ces derniers seront déposés sur Lido et permettront de déléguer des Ethers à des validateurs, ok. Emprunter sur l'INEA contre ces Ethers deviendra l'option la plus attractive du marché. Pourquoi pas. EtherXFi, il faut qu'on regarde ça aussi. L'INEA n'aura pas de DAO. C'est le consortium l'INEA qui pilotera le projet, ok. Sauf dictature, mais moi j'aime bien. La fondation Ethereum elle-même devrait bientôt en faire partie. Ok, dans les membres du conseil. Sharplink Gaming, l'un des principaux Ethereum Treasury Company, celle-ci jouera un rôle important dans l'apport de liquidité sur l'INEA. Selon mes infos, une grande partie de ces Ethers, 1,4 milliard, devrait être déployé sur l'INEA. Comment ça s'appelle déjà? Alors j'ai noté un truc à ce sujet-là, on va regarder ça tout de suite. Ça, c'est un peu l'opium dont on a tous besoin, c'est de regarder les institutionnels qui se gavent en Ether. Donc voilà, c'est Strategic Reserve, qui est à jour d'ailleurs. Donc Sharplink qui détient 1,4 milliard, 360 000 Ethers au cours actuel. Tu as vendu un peu la montée? Ouais, j'ai vendu, mais pas histoire de timer des tops, c'est que j'avais besoin d'acheter des trucs. Mon plus gros bag aujourd'hui, je pense que c'est l'Ether. Hein. Ouais, ça se joue entre Ether et d'autres trucs. Ouais, c'est Ether, en vrai. Désolé d'être moins transparent qu'avant, mais il y a une raison qui veut ça que je peux malheureusement pas vous donner. Quasiment plus de Solana d'ailleurs. J'aimerais bien en racheter plus bas et j'ai peur qu'ils partent sans moi, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Voilà, donc EtherX, le DEX, on va le traduire en français. Ce sera plus agréable à lire. Est-ce qu'il va arriver à traduire correctement? Oui. Bon, l'intro, je m'en tape. EtherX, c'est une évolution de Nil sur Linéa, incorporant des tokenomics et une structure d'incitation très réussie, rendue célèbre. Avec 100% des frais des incitations à aux détenteurs de jetons et aucun déblocage pour l'équipe, EtherX, fidèle à son nom, est aligné au maximum avec les utilisateurs. EtherX utilise un modèle d'émission dirigé par des détenteurs de jetons verrouillés, avec des réajustements anti-dilution pour maximiser les revenus des détenteurs et offrir la liquidité la plus efficace sur le marché. Les détenteurs de jetons décident quelle paire génère le plus de frais ou offre les plus grandes incitations, puis récompense les pools avec des émissions. Ouais, un truc de DeFi, des gens qui va me saouler encore, mais je veux dire quand même, suivant le design MetaDex, Ether se distingue des autres DEX traditionnels en fournissant son propre jeton. Là où les DEX traditionnels perdent une valeur significative du système, le jeton verrouillé XREX, capture la valeur et la distribue à tous les participants. Pas de vesting, les rendements les plus élevés, ouais, ok. Rex converti en... Je préfère les visuels. Donc Rex converti en XREX, reçoit 100% des frais du protocole. Ouais, donc c'est un peu un curve bis, quoi. Donc 25% pour l'INEA Consensus, 25% pour les migrateurs, ouais, ok. Ouais, donc c'est un truc DeFi déjà. En gros, voilà, bon. Moi, je vais pas vous mentir, le problème que j'ai avec ces projets DeFi là, c'est que ça s'adresse uniquement à des gens qui font de la DeFi toute la journée. Et la communication, elle était vendue comme un truc de ouf, mais le truc, c'est que j'arrive pas à me dire, ouais, c'est stylé. Autant Linéa, je comprends, parce que ça L2, c'est une infra, c'est bête et méchant. Autant sur la partie DEX, je suis totalement perdu. Je vous propose de faire le point sur l'actualité qu'on n'avait pas fait ce dimanche, du coup. Ce sera l'occasion de revenir dessus. Donc, Ethena qui va lancer, je comprends, Stablecoin X, donc ça va être une entreprise cotée en bourse qui elle-même va acheter des jetons ENA d'Ethena. Voilà, donc ils vont se faire une réserve stratégique en Ethena. Le ticker de la société, ce sera USDE, qui est en fait le ticker de leur stablecoin avec yield. C'est soutenu par des gros bonnets et ça a bien profité à court terme au cours d'Ethena. Par contre, je crois pas que ce soit encore live. Hein. Et comme beaucoup d'altcoins, vous voyez, on a eu grosse poussée là depuis quelques semaines. Et là, je sais pas si c'est un dip ou si c'est pas carrément un top local. Parce que le problème, il est toujours le même. C'est quand on nous donne un petit peu de bonheur,
On nous donne un petit peu d'Ether qui monte, tu vois, et on se dit, ah, c'est bon, we are so fucking back. Sauf qu'en réalité, quand tu prends depuis le bottom, bah, l'Ether, il a fait déjà une belle performance. Et maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va totalement détruire la résistance autour des 4000 $ et aller beaucoup plus haut, ou est-ce qu'on va encore se faire chier dessus? Et le problème, c'est que je vous avoue que j'ai pas autant d'espoir qu'avant. Je sais pas vous, le chat, n'hésitez pas à me répondre. Est-ce qu'on va la fracasser, cette zone des 4000 $ ou pas? Parce que le marché, il nous donne un petit peu de sucre, un petit peu de bonheur, 1, 2, 3 semaines. Et après, on se fait chier dessus. Hein. Moi, j'ai toujours pas mal d'Ether. Mais je suis moyen serein. C'est clair qu'on a les inflows. Je suis d'accord. On a des inflows qui sont dingues. Et malgré ça, on n'arrive pas à la transpercer. Les inflows sont complètement dingues. Alors, en l'occurrence, les inflows d'hier ne sont pas dingues. On le voit ici. Pardon, ici, on n'a que 65 milliards qui sont rentrés derrière ma tête. J'espère en tout cas qu'on va nous donner un petit peu de bonheur parce qu'on en a bien besoin. Voilà, ensuite, bon bah ça, on en avait parlé je crois, mais je le répète. L'ex-patron de BlackRock Digital Asset, donc en fait une filiale crypto de BlackRock, se casse pour rejoindre Sharplink Gaming, pour devenir le co-BDG avec Joseph Lubin, qui est lui est cofondateur d'Ethereum, créateur de Consensus, etc. Donc eux, par contre, niveau institutionnel, achat Ether, ils n'ont pas envie de rigoler. Donc c'est ça qui me rend bullish en fait. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'achats institutionnels, parce que c'est clairement pas le retail qui achète de l'Ether, mais ça plafonne au niveau prix. Donc je sais pas trop quoi en penser. Ensuite, on avait un ETF multi-crypto qui devait arriver. La SEC a dit oui, au final elle gèle tout. Elle a peur d'aller un petit peu plus vite que la musique. Pas ouf, mais pas très gênant non plus. C'est pas un non catégorique, c'est plutôt une porte à moitié ouverte. Solana qui a augmenté la taille de ses blocs de l'ordre de 20%. Donc ça, c'est une mise à jour qui est arrivée il y a un petit peu plus d'une semaine. Et normalement, d'ici quelques semaines, peut-être fin d'année, on devrait passer de 60 millions à 100 millions de compute units sur Solana. Donc on devrait augmenter encore les performances de l'ordre de 67%. Du coup, ça fait des belles performances sur Solana. Je m'étais noté un truc à ce sujet-là. Laissez-moi le retrouver. Voilà, c'est ça. Je vous la mets en format TPS. Voilà, je vous la mets. Je vous la mets très fort. Du coup, TPS sur Solana, bah, nouvel ATH de transactions par seconde. Hein. Voilà, on tape une petite pointe à 1350 TPS. Ça commence à devenir sérieux sur Solana. Surtout à comparaison d'Ethereum, honnêtement. Voilà, donc après, Alessandro qui nous dit 100 millions de CU pour octobre. Mais bon, à mon avis, c'est clin d'œil. Hein. D'octobre. C'est un peu comme Fire Dancer de partout, c'est un peu clin d'œil. Alors Fire Dancer est live, hein. Fire Dancer est live, mais c'est modeste. Mon top 3 d'hype sur MegaTH qui hype, bah en fait, il n'y a que GTE. Alors après, tu as les équivalents en DEX aussi, hein, Valhalla et compagnie, mais moi, c'est GTE qui me hype. Le reste, je leur donne pas trop l'heure. Voilà, Fire Dancer, vous voyez, sur Solana, on est à 9% d'adoption. Actuellement. Ensuite, on a des bridges qui met à jour sa tokenomics. On a 100% des revenus qui servent à racheter du token DBR. Je sais pas quel impact ça a eu sur le prix. Je sais que c'est un bridge qui est pas mal. Mais vous voyez, c'est pareil. On a eu... C'est ça qui me fait chier en fait sur les alts. C'est qu'on a eu une petite euphorie entre début juillet et il y a une semaine. Et ça s'est calmé très rapidement. Voilà, ensuite Kraken qui a fait une communication pour nous dire que... l'exchange va intégrer son Layer 2 Inc. un petit peu partout dans son écosystème, comme Coinbase avec Base en fait. Hein. Comme Vision avec Bitpanda. Voilà, ensuite vous avez probablement entendu parler de cette histoire. C'était les fameux 80 000 BTC qui avaient bougé. Bah, il y en a 30 000 qui ont été décaissés chez Galaxy Digital. Le client aurait visiblement vendu. Donc c'est peut-être une vieille baleine ou un mineur de Bitcoin dans les premières heures qui a décaissé quasiment au top et qui s'est pris 3,5 milliards de dollars. Ce qui est intéressant dans cette actu, c'est qu'au final, le Bitcoin n'a pas trop bougé, malgré tout. Donc là où c'est doublement intéressant, c'est que je me suis fait reprendre à ce sujet par un Bitcoin Maxi, où il me dit, même si Satoshi bougerait ses BTC, ses centaines de milliers, voire 100 millions de BTC, ce serait même pas bearish, parce qu'en fait, le BTC est devenu tellement capitalisé que maintenant tu peux déplacer des milliards sans pour autant faire plonger le cours. Et c'est là où tu te poses la question, si ça se trouve, il y a plein de gens qui ont miné des BTC tard l'époque, qui sont restés bien discrets pendant 15 plombes. Et on va voir là les adresses qui vont se réactiver parce qu'ils se disent que maintenant, c'est pas une actualité qui va faire fondre le prix comme avant. Parce qu'on nous dit il y a 2,5-3 millions de BTC qui sont endormis, voire qui sont irrécupérables. Je pense pas qu'il y en ait autant en réalité. Ensuite, qu'est-ce que je m'étais noté d'autre? Ouais, alors, par contre, les ETF sur Solana, il y a vraiment... c'est hardcore, hein, il y a zéro buzz. Hein. Ça fait des petits millions par-ci par-là. Pas de quoi s'émoustiller, hein, franchement. Ensuite, what else? Je vous montre un tableau de bord. Il se peut que sur d'autres interfaces, les données soient pas les mêmes parce qu'ils collectent pas les données de tout le monde à chaque fois.
il y a toujours un peu de décalage. Mais en fait, je voulais voir à quel point Hyperliquid était en train de tout manger en termes de volume. Et je me rends compte que ça a bien baissé là d'ailleurs en une semaine. Mais sinon, Drift Protocol, qui est sur Solana, ils ont pas mal de volume. Et du coup, je me suis amusé à regarder un peu leurs réseaux sociaux, Drift, et apparemment, ils vont intégrer BAM. Alors attendez, c'est Drift Protocol. Voilà. Ils ont fait une communication à ce sujet-là. Alors, je vais vous rappeler ce que c'est BAM, parce que peut-être que vous l'avez vu dans la masterclass précédente, mais autrement, je vais vous répéter de quoi il s'agit. BAM, ça va être un nouveau lot de fonctionnalités proposé par Jito, qui va permettre d'avoir une espèce d'infrastructure de Layer 2 sur Solana, gérée par Jito. En gros, ça va être des nœuds validateurs spécifiques qui vont permettre de faire passer certaines fonctionnalités. Donc, au niveau des fonctionnalités, voilà, on a le Cancel and Replace, par exemple, assez semblable à ce qu'on a sur Hyperliquid. Jito dans le front, c'est pour éviter la MEV. Il y a pas mal d'autres choses qui sont listées. Et donc, ça veut dire que potentiellement, les DEX sur Solana comme Drift vont pouvoir proposer une expérience qui se rapproche de celle d'Hyperliquid. Surtout si c'est cumulé avec d'autres technologies qui vont permettre de réduire la finalité. Donc ça va être intéressant parce que je pense qu'il y a un petit coup à jouer sur Solana une fois que c'est en place. Par contre, ça sera en place probablement fin d'année, début 2026, tu vois. Je viens de découvrir Liminal, vous connaissez? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Liminal, c'est un produit qui vous permet en fait de tout gérer à votre place pour faire du delta neutral. En gros, vous déposez des fonds dessus. Regarde si j'ai un wallet connecté. Normalement, j'ai un wallet connecté, mais je sais plus lequel c'est. Bon, bref, vous choisissez en fait ce que vous déposez. Donc pour le moment, il n'y a que de l'USDC. Il y aura sûrement d'autres trucs plus tard. Ensuite, vous décidez sur quel actif vous voulez choper le rendement. Et il va tout simplement shorter l'actif. Je suis pas le meilleur pour expliquer ça, mais en gros, si tu veux, quand tu utilises des produits dérivés sur les plateformes de produits dérivés, qu'elles soient centralisées ou décentralisées, tu payes un funding. Donc tu payes une petite commission toutes les 8 heures, toutes les 24 heures, ça dépend des plateformes. Et cette commission, elle sert à payer les gens qui parient dans la direction opposée. Donc eux, ce qu'ils font, c'est que ils vont prendre ton fric, ils vont récupérer les fundings, ils vont prendre une petite commission, et toi, en fait, tu vas pouvoir faire travailler ton fric. Donc, ça te permet d'avoir un rendement sur tes stablecoins, ou potentiellement, ça te permet de pouvoir jouer des airdrops comme unit si jamais tu te places sur BTC et TH seul. Sortez l'actif à 50% de ta position et 50% en buy spot. Voilà, c'est mieux expliqué que moi. On peut déposer depuis plusieurs blockchains. Ah oui, il y a autre chose que l'USDC d'ailleurs. Il y a l'UST0 aussi. J'ai déjà parlé de TH un peu, mais je peux toujours parler beaucoup plus de TH. Hein. ACCGN, je sais pas du tout ce que c'est. Pas la fouille sur MegaTH. Bah en fait, c'est toujours pareil. Hein. Si le prix il monte, les gens vont être contents et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, avant, j'arrivais vraiment à m'exciter avec beaucoup de choses sur le marché crypto. Là, ça fait quand même un certain temps où ça bouge pas trop. Alors dès que Ether il nous fait un plus 50%, il nous envoie quelques news histoire de nous exciter. Mais tu vois, ça dure l'espace d'une semaine ou deux. Et après, on se fait directement chier parce que c'est toujours les mêmes apps en fait. C'est toujours les mêmes produits, c'est toujours la même chose. Ça manque de nouveautés, ça manque de fraîcheur, je dirais. C'est pas excitant comme à une époque. Parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont partis à la cave en fait aussi. Hein. Ne serait-ce que déjà sur le secteur gaming Web3 que j'aimais beaucoup couvrir, c'est pas superbe. Hein. Faut décorréler la app, le marché, les choses qui se build dedans. IMO sur MegaETH, ça coupe fort. Alors oui, l'infra MegaETH coupe fort, mais tu sais, c'est toujours pareil, c'est de l'infra. Ce qui va arriver, c'est quand même stylé. Hein. Tu vas sur MegaETH testnet, voilà, hop, testnet. Ensuite, on va aller dans l'onglet performance. Pas l'infra, les apps. Franchement, tiens, fais-moi plaisir, Bazar Addict. Cite-moi où tu te dis, putain, ça n'a jamais existé en crypto, ça va faire venir du retail ou de l'institutionnel, ça va vraiment faire avancer les choses. Cite-moi en 3, tu vois. On est quand même sur un marché qui brasse un paquet de pognon, donc tu t'attends quand même à ce que il se passe des choses, quoi. Et en attendant que tu me répondes, je continue. Alors ça, vous l'avez probablement vu passer, puisque j'ai fait un tweet pour leur chier dessus. Ça m'a coupé le son. C'est un jeu Web3 qui arriverait dans l'écosystème Ape. Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec ce jeu, c'est que c'est pas directement Yuga Labs qui l'a fait, c'est une boîte tierce qui utilise en fait des assets type Bored Ape, donc qui vient se plugger à l'écosystème. Mais c'est pas eux en tant que tels. Ça fait pas vraiment rêver en tout cas. Fait vraiment pas rêver. GTE Mega Heroes Euphoria. Donc GTE, je suis d'accord.
GTE, c'est stylé. Mega Heroes, je ne connais pas. Laisse-moi regarder tout. Mega Heroes, Mega ETH. Hyperbits, non, j'en ai pas parlé. C'est Pixo qui en a parlé rapidement dans le live masterclass. Voilà, Mega Heroes. Alors laisse-moi regarder ça. Je le note en même temps. Et tu m'as dit Euphoria. Mega Heroes. Alors c'est quoi le principe? Je sens que je vais avoir envie de me foutre en l'air. Mais bon. Attendons. Make trading accessible, fun and engaging. Mint your trading companion. C'est quoi le délire en fait? Donc tu mintes un héros, tu lances le jeu, tu vas trader. C'est quoi le principe en fait? En quoi consiste le projet Mega Heroes sur Mega ETH? Je vais regarder ton trade tout de suite. Et si votre NFT pouvait être échangé, vous pouvez échanger comme un pro pendant que vous vous détendez. Qu'est-ce que Mega Heroes? C'est une plateforme de trading GameFi où vos NFT de héros exécutent des stratégies de trading automatisées pour vous. Chaque héros utilise des données financières en temps réel, ok? Donc c'est un mint. Personnaliser les traits pour influencer mon trading. Ouais, je comprends pas trop. Zen. Ouais. Au-delà des sensations, chaque héros est accompagné de 5 paires de trading et 3 traits comportementaux. Ouvrir la transaction, vitesse de réaction. Ouais, ok. Portefeuille virtuel. Donc là, on peut l'utiliser, du coup, de ce que je comprends. Le temps utilitaire principal. Au lieu de bot, ils appellent ça des heroes. Ouais, bon, ça, à la limite, pourquoi pas. Pourquoi c'est le Récit Club? Tout le monde va observer la montée des plafonds club. Ouais. On va remettre un coup de traduction. Beaucoup de gens ont raté les airdrops, ouais. Simplifier le trading pour l'utilisateur moyen. Il vous aide à prendre des décisions directionnelles sur le marché, fournit des signaux d'analyse. Il est très sceptique, hein. Je vais lâcher un petit follow, du coup, mais je suis vraiment sceptique de ce genre de produit. Il y en a d'autres dans le chat que ça a excité ça ou pas? Parce que. D'accord, donc c'est pas live pour le moment. Lancement après le mainnet, ouais, donc ça sera lancé en fin d'année. Ok. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? À surveiller, mais très sceptique de mon côté, hein, je vais pas te mentir. Si jamais cette petite vidéo liée à la sécurité qui est sortie sur la chaîne de Coin Academy que j'ai réalisée, n'hésitez pas à regarder ça. Je vous explique du coup comment lier votre wallet Ledger à un wallet externe. Donc n'hésitez pas. Et pour ceux qui m'ont écouté sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.